Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du FC Nantes. Comme vous avez pu le voir à la miniature et au titre, on va pas forcément en parler très positivement malheureusement. Ça me fait du mal de parler comme ça de mon club de cœur, mais on va pas juste critiquer, dire que c'est la crise au FC Nantes. Non, non, surtout pas. On va un petit peu analyser sans que ça soit trop ennuyant. On va pas vers des stades de je ne sais quoi. Non, ça va être on va regarder, dans un premier lieu le classement, où on se situe par rapport aux autres, ce genre de choses, des faits. Ensuite, on va parler du coach. Évidemment, cette année, on a un nouveau coach, Luis Castro, qui était censé arriver avec des nouveaux préceptes, un beau jeu, et cetera. Vous allez voir que ça bloque quelque part. On va ensuite parler des joueurs, mes top et flop de ce début de saison. Enfin, début de saison, on est déjà à 13 matchs en Ligue 1, mais on peut quand même dire que c'est encore un petit peu le début de saison. Et puis on finira par parler un peu plus globalement de la direction des Kita, vous savez, qui sont à la tête du FC Nantes depuis bien longtemps maintenant, et un peu trop. Mais ils vont peut-être changer cet hiver, et ça va peut-être donner un nouvel élan dans cette saison, mais j'en dis pas plus et j'en parle à la fin de la vidéo. C'est parti. Donc on commence cette vidéo par des faits, tout simplement le classement, le voici. Donc on est 15e. Ouais, ça fait mal avec seulement 11 points en 13 journées. C'est vraiment extrêmement peu. On dit que pour se maintenir, il faut à peu près un point par journée. Donc, si on gagne au prochain match, on va dire 14 journées, 14 points, ça va. Prochain match, c'est Lyon. Voilà. Je pense que vous voyez à peu près où je vais en venir. Surtout que notre calendrier, là, ça va être Lyon, Lens, Angers, ça sera quasiment notre seule occasion avant la mi-saison de prendre vraiment des points, 3 points. Et on va finir la première partie de saison par Marseille. Vraiment, Lyon, Lens, Angers, Marseille, c'est 4 matchs très importants, mais surtout 3 gros matchs contre 3 équipes qui sont largement supérieures à nous. Même Lyon sans buteur est supérieur à nous. Donc, en étant optimiste, je pense qu'on peut sortir avec 4 points de ces 4 matchs, ce qui ferait un total de 15 points en 17 matchs, de 15 points à la mi-saison, ce qui serait trop peu, hein, très clairement. Mais ça serait déjà ça. Et si on arrive à avoir 4 points sur ces 4 prochains matchs, je serai content, hein. Je vais vous dire la vérité. Déjà, si on arrive à gagner contre Angers, ça sera pas mal. Ensuite, en termes de buts marqués, de buts concédés, on voit qu'on a mis seulement 12 buts. Seulement 12 buts en 13 journées. On met même pas un but par match. Comment tu veux te maintenir en mettant moins d'un but par match? On est la deuxième pire attaque. Il n'y a que Auxerre qui fait pire. Bah, de toute façon, Auxerre, c'est les derniers, certes, mais on n'a que 3 points d'avance sur eux, hein. Ils ont 8 points. 3 points d'avance sur le dernier. Genre, je sais pas si on se rend compte à quel point c'est serré dans le bas de classement, c'est fou. Donc, deuxième pire attaque et 19 buts encaissés. La défense en début de championnat qui était beaucoup louée, une des meilleures défenses de Ligue 1, prenait quasiment pas de buts. Bon, on en mettait toujours quasiment pas, mais ça change pas. Mais 19 buts encaissés maintenant en 13 journées, c'est bien, mais c'est pas si bien que ça. Ça se dit même pas, c'est pas français, mais bah, c'est pas si bien. Donc, finalement, la défense, on faisait des compliments, et cetera, en début de saison, elle commence à être de moins en moins bien. On prend de plus en plus de buts. Bon, là, contre Lorient, on en a pris qu'un, donc ça va, mais au match d'avant, on avait pris beaucoup de buts. Contre Monaco, on en a pris 5. Enfin, je veux dire, on prend des buts et on n'est plus la défense, enfin, est-ce qu'on l'a été peut-être pendant 3 matchs? On n'est plus la défense de fer qu'on nous disait en début de saison. Ensuite, toujours en parlant de classement, vous pouvez le voir que ça fait 4 matchs sans victoire. Voilà, là, c'est un peu je fais la situation du club finalement. La situation en ce moment, en ce 26 novembre 2025. Le club n'a pas gagné depuis 4 matchs et sur 2 matchs nuls, 2 défaites. Donc, on n'a pas gagné depuis le match du Paris FC. C'était en octobre. On est fin novembre. On n'a pas gagné de tout le mois de novembre. Voilà, c'est pas dingue. On n'a que 2 victoires dans la saison. 2 victoires, 5 nuls, 6 défaites. Donc voilà, bah, c'est Paris FC et Auxerre. Donc pour résumer un petit peu la situation au classement, on n'est vraiment pas bien, juste au-dessus de la zone rouge, mais on est ex-aequo avec le barragiste qui est Lorient et Metz qui est relégable, 17e.
Donc vraiment, la situation n'a rien de rassurant. C'est pas parce qu'on est 15e qu'on est bien. On n'a que 3 points d'avance sur le dernier et c'est pour ça que j'emploie le mot fort qui est le mot crise. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vais parler du coach Luis Castro. On sait qu'il est arrivé cet été avec plein d'espoir. Tous les supporters nantais avaient énormément d'espoir en lui. On se disait enfin la fin du Camboire Ball, la fin du bus. On va pouvoir développer de nouveau le jeu à la nantaise. Ça va être vraiment le retour du jeu à la nantaise. Tout le monde était hyper content. Et finalement, on est fin novembre, donc ça fait quand même quelques mois, puisqu'on on commençait à se plaindre vers fin septembre, ouais, le jeu à la nantaise, il est pas trop là. Mais les supporters dunkerquois nous disaient: «Oui, mais c'est normal, il faut au moins, 3 mois pour que Luis Castro puisse développer son jeu, que les joueurs comprennent et cetera». On est fin novembre. Je crois que les 3 mois sont bien passés à présent et on ne voit toujours pas le jeu à la nantaise. On ne le voit pas. Heu, quand je vois des phases où le FC Nantes défend à 5 alors on perd le match et on défend à 5. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si c'était un système où des pistons, comme Koza ou Amiens pourraient l'être dans une défense à 5, montaient énormément, faisaient les allers-retours, et cetera. Non, c'est une défense à 5, une ligne de 5, une ligne qui ne bouge pas, qui n'a rien, ça ne monte pas, ça reste bas. Donc, quand on perd, quand je vois ça dans des matchs où on perd, je me dis: «Mais il y a pas d'ambition dans ce club. Le coach n'a pas d'ambition, les joueurs n'ont pas d'ambition, le club n'a pas d'ambition». Donc voilà, aussi le fait que le milieu soit complètement invisible. Ça, c'est le problème numéro un. Je pense que le milieu, c'est, le vivier de notre club où on a le plus de talent. Avec Leroux, Tabibou, Le Penant, même Mwanga, qui est vraiment très talentueux. On a vraiment beaucoup de talent au milieu, même le jeune Bamenduf. Et c'est là où on se fait transpercer à chaque match. Il y a un véritable problème au FC Nantes au milieu. Parce que la tactique de Luis Castro, j'essaierai de vous mettre des images. Mais en fait, il y a vraiment un trou entre la défense et l'attaque. J'ai l'impression que les milieux montent très très haut parce qu'on joue dans un 4-3-3 à point de basse. Et donc la point de basse et avec la défense, ça fait 5 joueurs défensifs. Et 5 joueurs offensifs parce que les deux milieux, les deux 8, finalement montent vraiment haut pour proposer des solutions, d'accord, mais c'est bien de proposer des solutions en décrochant, en revenant proposer de l'aide, et c'est pas du tout ce qu'ils font. Donc si ils le font pas en match, parce que tes joueurs, tu dis: «Ah, il y a pas de solution, je vais essayer de revenir», ça doit être une consigne de Luis Castro qui dit à ses deux milieux de terrain un peu plus avancés de vraiment rester haut sur le terrain et de laisser le 6 et les défenseurs se débrouiller. Je ne vois pas autrement, sinon un joueur doté d'un minimum de sens de jeu verrait que ses coéquipiers ont besoin d'aide et redescendrait proposer une solution de passe. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, on a gagné 2 fois la bataille du milieu de terrain. Une fois contre Auxerre, on a gagné le match. Et la deuxième mi-temps du Paris FC, et on a gagné le match. Non, la première mi-temps, je veux dire. On a gagné le match aussi. Donc, quand le milieu est en place, on peut gagner, on peut faire un résultat. Mais le problème, c'est qu'il est très très rarement en place. Là, il y a le retour de blessure de Johan Le Penant. Je me suis dit, top, on va pouvoir le revoir avec Leroux, Mwanga. Leroux se blesse. Il se blesse avec les espoirs à l'entraînement, même pas en match. Et il ne sera pas de retour avant fin décembre. Et je pense que l'année 2025 est finie pour lui, malheureusement. Donc déjà, Le Penant revient. J'espère qu'il pourra jouer, que Mwanga sera en 6 et Le Penant en 8. Et peut-être à côté de lui, un Tabibou, qui est pas très bon en ce moment, mais qui peut vraiment faire du bien à cette équipe nantaise. Ensuite, au niveau de la défense, comme je l'ai dit en début de vidéo, on a beaucoup loué la défense en début de saison parce qu'on prenait peu de buts. Mais maintenant, tactiquement, parce qu'on parle toujours du coach dans cette partie de vidéo, mais tactiquement, il n'y a rien. En fait, j'ai l'impression que Luis Castro laisse les défenseurs faire comme ils veulent. À part des fois, comme dans le match contre Lorient, Tati avait un marquage individuel sur Karim, je crois, Herman Karim, le Lorientais. Mais sinon, il n'y a rien. La ligne, elle est haute, c'est tout. J'ai l'impression qu'il aime beaucoup le Barça de Flick, avec sa ligne haute pour le hors-jeu. Mais le Barça de Flick s'est pris 3-0 par Chelsea. Ça n'a rien à voir. Mais toujours est-il que la défense, la haute, le piège du hors-jeu ne marche plus trop.
On a vu encore une fois contre Lorient, hein, je reprends l'exemple du match contre Lorient parce qu'il est passé il y a peu de temps et ça montre beaucoup d'exemples de ce qui s'est passé depuis le début de saison. Euh, la ligne haute marche de temps en temps, mais il y a eu plusieurs fois où les attaquants lorientais ont réussi à avoir beaucoup d'avance sur la défense sans être hors jeu. Et c'est pas normal. Donc la défense haute, ça marche quand c'est bien maîtrisé et quand les adversaires s'y attendent pas. Parce que le Barça le maîtrise, mais maintenant ça fait 1 an que Flick est arrivé, ils savent comment la contrer. Et maintenant ça marche plus trop. Voilà. Et enfin une attaque sans automatisme. Voilà, c'est à peu près tout ce que je veux dire parce qu'il y a de la qualité. Hein. Ablin, on sait, c'est très très bon individuellement, mais collectivement, qu'est-ce que j'ai du mal avec Mathis Ablin collectivement. Il arrête pas de râler sur le terrain quand il n'est pas servi. Je peux comprendre sa frustration, mais tu te dois d'être un peu plus pro quand tu es le meilleur joueur offensif et peut-être le meilleur joueur du club. Ouais, puis ensuite, carrément. Non, sur les ailes, il y a de la qualité. Bon, il y a le cas Benatab, parlons-en. Je ne sais pas ce qui se passe. Il a peut-être pas le niveau titulaire Ligue 1, mais il est quand même bon. Enfin, je veux dire, il a été titulaire en début de saison et franchement, il était bon. J'ai pas compris, ça doit clairement être en interne. Il doit pas s'entendre avec Luis Castro, je ne sais pas. Mais il y a un vrai problème. Il était même pas dans le groupe pour le match face à Lorient. C'est-à-dire qu'il pouvait même pas rentrer. Il n'était pas convoqué. Donc, il doit vraiment y avoir un problème en interne. Et j'ai peur que si ça continue comme ça, le joueur va vouloir partir dès le mercato d'hiver. J'ai vraiment peur que ça arrive. Voilà. Bon, vu qu'on parle de joueurs, passons-y à la troisième partie de cette vidéo. On va parler des joueurs, mais surtout de mes 3 flops et de mes 3 tops. Donc mes 3 tops depuis le début de la saison, c'est pas très difficile. En réalité, je mets Lopez top numéro 1, même si là, depuis 1 ou 2 matchs, c'est un peu moins bon. Il nous a sauvés, mais vraiment énormément. Même si le résultat à la fin du match n'était pas toujours là, même quand il faisait des arrêts, parce qu'il peut pas tout faire, le pauvre. Mais je me souviens dans un match, par exemple, face à Brest, il te sort des parades énormes tout le match. Et au final, je crois que ça finit sur un 0-0 le match. Enfin, il nous a vraiment sauvé des matchs. Donc top numéro 1, Lopez. Ensuite, je mettrai Awaziem. Alors certains vont dire, ouais, t'es influencé parce il nous a offert l'égalisation face à Lorient, nanani. Non. C'est notre meilleur défenseur depuis le début de saison et de loin. Parce que j'aime beaucoup Tati, mais c'est pas du tout irréprochable. Koza, n'en parlons pas. Et Amiens, c'est moyen. Donc Awaziem, c'est vraiment celui qui, je dirais pas qu'il sort du lot parce que c'est pas non plus Sergio Ramos, hein, mais c'est notre meilleur défenseur depuis le début de saison. Très clairement, il a un jeu de passe bon et puis tout simplement, il est solide. Au duel, physiquement, il est vraiment solide. Donc, deuxième top. Et troisième top, Mathis Ablin, évidemment. Ça pourrait être le deuxième hein, et Awaziem troisième, il n'y a pas de souci. Bah, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ces tops là et le flop que je vais dire après. Mais Ablin est le seul qui offensivement essaye des choses parce que Guirassy ou Lado quand ils sont titulaires ils font pas grand chose. Guirassy prend de la vitesse mais pour ça il faut des espaces et on n'en a pas toujours donc on le voit peu. El Arabi a été bon 2-3 matchs et là depuis quelques temps c'est beaucoup moins bon. Et Mohamed quand il rentre il a des pieds carrés, il perd tous les ballons. Benatab on le voit plus. Donc finalement... Et Hong, bah parlons-en. Les flops, moi je mettrais Nicolas Koza, bien sûr. Kwon, parce que je le trouve vraiment trop tendre, je le trouve pas assez bon. Il a pas le niveau Ligue 1 pour moi. Et top 3, numéro 3, Hong, bah oui, on ne le voit plus. On ne le voit plus, ça fait 2 matchs, je crois en tout cas contre Lorient, c'est sûr, il n'est pas rentré. Je crois que le match d'avant, il n'est pas rentré non plus. Enfin, on le voit plus, c'était censé être là. Vraiment, on nous l'a présenté comme la recrue phare. Tout le monde disait, oh, vous avez de la chance de vous le faire prêter par Mayence. Il est vraiment excellent. Ça va être un de vos meilleurs joueurs, il va vous apporter énormément. Il n'est pas titulaire. Il ne rentre même pas. À un moment, c'était censé être la recrue phare. Alors oui, c'est pas un achat, évidemment, c'est un prêt avec option d'achat. On connaît le FC Nantes. Mais c'était censé être la recrue phare. Elle n'est même pas titulaire et elle ne rentre même pas. Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue de se tromper comme ça sur un joueur. C'est pareil, Radakovic, je pourrais le mettre en flop, mais j'ai de la peine pour lui, la vérité. Il rentre un match sur 2 ou 3, plutôt un match sur 3, pour rentrer 5 minutes en pointe. Enfin, je veux dire, le mec était titulaire dans son club la saison dernière en Turquie.
Mais revenant à Hong, il n'est pas bon. Et je sais pas s'il a pas le niveau Ligue 1, si c'est l'acclimatation, passer de la Bundesliga à la Ligue 1, ok, c'est pas pareil, mais quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si tu passais de la nationale à la Ligue 1. Là, tu pourrais être plus indulgent. Pour un joueur qui jouait en national et qui passe en Ligue 1, hein, Luis Castro, tu pourrais être un peu plus indulgent sur un certain Yacine Benatab, non? Là, le joueur vient de Bundesliga, un championnat qui est à peu près du niveau de la Ligue 1, hein. Concrètement, c'est le championnat du Big Five qui est le plus du niveau de la Ligue 1, je trouve, à part les très très grandes équipes. Bref, voilà. Donc, vous remarquerez que dans ces 3 flops, c'est 3 recrues. Alors oui, Nicolas Kozza était déjà l'année dernière, mais il est parti et il est revenu en prêt. Donc c'est 3 recrues, 3 flops. Mais une seule recrue dans les tops, Chidozie Wazim. Bon, cette partie était un petit peu longue. On va passer à la dernière partie qui sera beaucoup plus courte, où on va parler vite fait de la direction du club. Et oui, parce que finalement, si tout va mal, Enfin, tout va mal, j'exagère un peu évidemment, mais si ça ne va pas bien, c'est à cause de là-haut aussi. Enfin, je veux dire, cet été, on n'a pas mis les moyens. Oui, il y a eu beaucoup de recrues, mais il y a eu surtout beaucoup de départs pour un gros prix. Hein, Nathan Zézé, hein, il est parti pour bien cher en Arabie Saoudite. Donc, tu peux pas me dire que tu n'avais pas les moyens. Alors oui, il y a la DNCG, oui, tu dois réduire les salaires, nanani, mais tu avais de l'argent. Avec toutes les ventes qu'on a fait, tu avais de l'argent. Et qu'est-ce qu'on a fait? Des prêts avec option d'achat. Des joueurs libres. Et 2 ou 3 recrues. Voilà. À Waziem, on l'a payé. Kwon, on l'a payé. Mais voilà. Enfin, tu peux pas être un club en Ligue 1 avec un minimum d'ambition, même l'ambition de se maintenir et dépenser, je sais, même pas 3 millions d'euros. Je crois même pas, peut-être même pas 2. C'est pas possible. Franck Kita, le fils de Valdemar Kita, vous n'êtes pas sans savoir que Valdemar Kita est le propriétaire du FC Nantes depuis 2007 et que son fils Franck Kita est directeur général. Et donc Franck Kita, en conférence de presse, nous a indiqué qu'il souhaiterait une recrue par ligne au mercato hivernal. Et là, franchement, Franck... Oula. Là, je te serre la main. Ah oui. Ah oui, monsieur. Monsieur, serrez-moi la main. Parce que c'est ce qu'il nous faut. Déjà, plus de profondeur. Et surtout, des joueurs qui ont envie, pour redynamiser le groupe. J'espère que c'est pas juste des joueurs qui vont arriver pour l'argent. J'espère que c'est des joueurs qui auront vraiment envie de maintenir le club, qui vont instaurer une dynamique nouvelle, je l'espère. Mais un joueur par ligne, c'est déjà ce qu'on disait cet été. On l'a fait et ça n'a pas suffi. Donc, est-ce qu'un joueur par ligne cet hiver suffira? J'espère, mais va pas falloir aller prendre des joueurs libres ou des joueurs en prêt. Là, c'est pas possible. Cet hiver, va falloir mettre les moyens pour un joueur bon. Je demande pas un très bon joueur, même un bon joueur. Je demande un joueur niveau Ligue 1. Et c'est pas ce qu'on a. C'est vraiment pas ce qu'on a. Il y a peu de joueurs titulaires, même peu de joueurs dans l'équipe qui ont le niveau d'être titulaires en Ligue 1. Je le dis, oui. Donc là, il faut un joueur par ligne, niveau titulaire en Ligue 1. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et Franck Kita nous a dit qu'il espérait un joueur par ligne au mercato hivernal. Voyons voir, hein. Les promesses au FC Nantes, on sait ce que c'est. J'espère qu'elles seront tenues parce que là, j'ai peur que sans recrue, vraiment, ça soit vraiment l'année de la descente tant redoutée depuis beaucoup de temps. J'espère que ça ne sera pas cette année. Bon, j'ai un peu parlé de tout, de rien. Enfin si, du FC Nantes évidemment, ce n'est pas rien. Bref, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo, sur le FC Nantes. J'espère que ça va aller mieux en attendant avec impatience le mercato hivernal évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle sort un peu de l'ordinaire. Parce que vous savez que d'habitude je fais plutôt des résumés, des briefs de match et des pronostics sur la Ligue 1. Donc si vous n'avez pas vu ces vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Parce que ça demande du travail. Cette vidéo aussi m'a demandé pas mal de travail sur l'écriture notamment. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, à commenter même ou à partager. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir et ça récompenserait mon travail. Et moi je vous dis ciao tout le monde.